Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. La relation de plus en plus étroite entre la Chine et la Russie est l'un des développements géopolitiques les plus importants depuis la fin de la guerre froide. D'abord dirigée contre les États-Unis et l'Occident, Pékin et Moscou coopèrent désormais sur des questions militaires, de cybersécurité, de haute technologie et dans l'espace. Les deux pays se sont récemment engagés dans des actions parallèles en organisant des exercices militaires avec des partenaires d'Asie centrale, à la fois sur le plan bilatéral et dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai. La Russie a étendu sa coopération économique et ses relations diplomatiques avec le Pakistan, tandis que la Chine persiste dans le développement du corridor économique Chine-Pakistan, une artère clé de l'initiative Ceinture et Route. Pourtant, malgré cette coopération grandissante, nous allons voir que les intérêts chinois et russes en Asie centrale et en Asie du Sud sont divergents sur bien des points. La Chine veut intégrer économiquement ces régions dans l'initiative Ceinture et Route, repousser l'influence indienne et s'attaquer aux menaces de sécurité perçues pour la région autonome ouïghour du Xinjiang. De son côté, la Russie entend maintenir son influence dans cette zone, rester le principal fournisseur et agent de sécurité dans ce qu'elle considère comme la grande région eurasienne. En effet, pour la Russie, depuis le début du XIXe siècle au moins, l'Asie centrale est une zone stratégique majeure qu'elle a d'abord cherché à dominer face à l'Angleterre. C'est le combat bien connu entre l'ours et la baleine. L'ours russe, puissance continentale, et la baleine britannique, puissance maritime, que ce soit par exemple en Perse, l'Iran ou en Afghanistan. Mais aujourd'hui, c'est la Chine qui vient déjà perturber cette présence russe en Asie centrale. La Chine et la Russie partagent certaines positions sur des considérations de sécurité générale, mais se séparent très vite sur certaines questions régionales clés, notamment le rôle de l'Inde, les mécanismes de sécurité en Asie et la reconnaissance des talibans. La débâcle de l'administration Biden en Afghanistan représente une opportunité majeure pour la coordination sino-russe. La Chine prétend vouloir travailler avec la Russie sur l'Afghanistan, ou du moins sembler le faire. Le 16 septembre, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré à son homologue russe, Sergueï Lavrov, que la Chine est prête à renforcer la coordination avec la Russie pour gérer conjointement la question de l'Afghanistan. Lavrov a parlé de la même manière de travailler avec la Chine pour, je cite, gérer conjointement les changements en Afghanistan. Juste avant la chute du gouvernement afghan, la Chine et la Russie ont célébré le 20e anniversaire de leur traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé en juillet 2001. Depuis 2019, les deux voisins ont proclamé avoir établi un partenariat stratégique global de coordination pour une nouvelle ère, soit la quintessence des partenariats stratégiques dans le lexique chinois. Pékin et Moscou ont voté contre la nomination d'un rapporteur de l'ONU pour la question des droits de l'homme en Afghanistan. Ils ont également pris des initiatives complémentaires en Asie centrale pour renforcer leur coopération individuelle en matière de sécurité avec les États d'Asie centrale. La Russie et la Chine semblent donc travailler en tandem sur l'Afghanistan, mais il existe de réels obstacles à une coopération substantielle. Dans un discours de 25 minutes à l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou, le 15 octobre, Zamir Kabulov, l'envoyé du président Vladimir Poutine en Afghanistan, a suggéré la nécessité d'un processus de négociation plus large dirigé par les Nations Unies. Notamment, il n'a pas discuté de travailler avec la Chine. S'exprimant lors de la même réunion, Alexander Sternik, chef du 3e département du ministère des Affaires étrangères de la Communauté des États indépendants, n'a pas non plus mentionné une plus grande coopération sino-russe. Au lieu de cela, il a mis en doute le mérite des plans d'intégration économique pour l'Asie centrale, développés par des puissances extérieures, et a souligné les risques liés aux bases militaires étrangères, ce qui était une manière de cibler de manière indirecte la base non officielle de la Chine située juste au sud de Sheimak, au Tadjikistan, près de la frontière afghane. Mais la Chine n'est pas la seule à s'intéresser aux bases militaires en Asie centrale. Il y a près de 2 décennies, l'Inde a établi 2 bases au Tadjikistan, l'aérodrome militaire de Ghisar près de Doukhambé et la base de Farkhor près de la frontière afghane. Ce serait la Russie qui utiliserait ces bases actuellement. Plus important encore, la Chine et la Russie ont un regard opposé sur le rôle de l'Inde dans le nouvel environnement afghan.
Pour Moscou, New Delhi est un partenaire historique et un marché clé pour les équipements de défense russes, même si l'Inde se rapproche également des États-Unis depuis quelques années. Moscou considère que l'Inde pourrait jouer un rôle plus important en Afghanistan. En avril 2021, la Russie et l'Inde ont entamé un dialogue 2+2 avec leurs ministres des Affaires étrangères et de la Défense, et en septembre, elles ont signé un accord de partage de renseignements pour la coopération contre le terrorisme et le trafic de drogue. Un ancien responsable du renseignement indien a suggéré que la Russie recherchait désormais une coopération plus étroite en matière de défense et de renseignement avec l'Inde dans le cadre d'une stratégie plus large visant à renforcer l'influence russe dans l'océan Indien et à offrir une alternative aux autres puissances actives dans la région. La Russie s'est engagée simultanément avec son partenaire de longue date, l'Inde, tout en ouvrant de nouvelles voies de coopération avec le Pakistan, partenaire clé de la Chine dans la région. La prise de contrôle des talibans motive une plus grande coopération entre la Russie et l'Inde. L'Inde a été invitée à une réunion du 20 octobre organisée par la Russie sur l'Afghanistan, alors qu'elle n'avait pas été invitée dans les réunions précédentes. L'Inde avait été un soutien clé du gouvernement afghan précédent, fournissant une aide de 3 milliards de dollars sur une période de 20 ans, dont 90 millions de dollars pour le Parlement de Kaboul, achevé il y a à peine 6 ans. De plus, New Delhi a refusé de tenir des pourparlers officiels avec les talibans jusqu'au 31 août, bien après qu'il ait été clair qu'il gouvernerait l'Afghanistan. De son côté, la Chine salue la marginalisation de l'influence indienne en Afghanistan. Liu Zhongyi, un expert chinois de l'Asie du Sud, a décrit dans le tabloïd nationaliste Global Times: « Si l'Inde doit jouer un rôle en Afghanistan, il est peu probable qu'elle joue un rôle positif. » Fin de citation. L'Inde a noué des liens de plus en plus étroits avec les États-Unis et ses alliés, a approfondi sa participation au Quad ainsi qu'à l'Organisation de coopération de Shanghai et affronte la Chine dans une impasse frontalière très tendue. Le porte-parole du Parti communiste chinois, le quotidien du peuple, a suggéré que l'implication de l'Inde dans l'arrière-cour de la Russie en Asie centrale pourrait mettre la Russie mal à l'aise. Le Global Times a cité des analystes chinois avertissant l'Inde de ne pas être un poison pour la coopération de l'Organisation de coopération de Shanghai, alors que le groupe relève le défi d'un Afghanistan gouverné par les talibans. Xi Jinping, s'exprimant par liaison vidéo lors de la réunion du 17 septembre 2021 de l'Organisation de coopération de Shanghai à Doukhambé, au Tadjikistan, a suggéré avec optimisme que l'organisation mène une transition en douceur en Afghanistan. Pourtant, le représentant spécial de Poutine pour les affaires de l'Organisation de coopération de Shanghai, Bakhtior Kakimov, a toutefois rejeté la perspective d'un Afghanistan gouverné par les talibans, rejoignant l'organisation rapidement. Il s'est également opposé à l'idée que l'Organisation de coopération de Shanghai acquiert un rôle plus important en matière de sécurité, déclarant qu'en aucun cas l'Organisation de coopération de Shanghai ne parle de se transformer en une sorte de bloc militaro-politique. Pan Guang est le directeur du centre d'études de l'Organisation de coopération de Shanghai à l'Académie des sciences sociales de Shanghai. Il soutient que la perspective de l'Organisation du traité de sécurité collective, dont les membres comprennent la Russie, l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan, créant une zone tampon sur la longue frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan, serait dans l'intérêt de la Chine. Pan a noté que la Chine, qui n'est pas membre de l'Organisation du traité de sécurité collective, pourrait soutenir une telle zone indirectement en partageant des renseignements avec le Tadjikistan, membre de l'Organisation du traité de sécurité collective, et le Pakistan, membre de l'Organisation de coopération de Shanghai. Depuis 2019, des troupes d'une force paramilitaire chinoise, très probablement de la police armée populaire, patrouillent seules à la frontière tadjik-afghane. Le service tadjik de Radio Free Europe, Radio Liberty, a rapporté que la base non officielle de la Chine à Shaymak au Tadjikistan a étendu la portée de ses activités de surveillance, y compris l'utilisation de drones. India Today avait signalé que depuis avril 2020, la Chine construisait une base aérienne à Tashkourgan, du côté chinois de la frontière avec l'Afghanistan. Red Standish de Radio Free Europe a cité Alexander Gabuev, analyste de la Chine au centre Carnegie de Moscou, affirmant que les Chinois avaient initialement procédé avec prudence
en établissant leur base au Tadjikistan afin d'éviter de franchir les lignes rouges russes. La Chine a certainement compris qu'une présence officieuse limitée dans ce seul pays d'Asie centrale pourrait être tolérable. La reconnaissance du régime des talibans est une autre question épineuse qui a le potentiel de diviser la Russie et la Chine. Bien qu'elle ait officiellement répertorié les talibans comme groupe terroriste, la Russie a eu des contacts secrets avec le groupe depuis 2007. En 2015, les responsables russes ont commencé à s'engager ouvertement avec les talibans et ont eu des entretiens officiels avec des représentants des talibans depuis 2018. La Russie, comme la Chine, a conservé son ambassade à Kaboul et le Kremlin a envoyé Maxime Chagolay à Kaboul en tant qu'émissaire non officiel. La Russie a refusé d'assister à la cérémonie inaugurale prévue par les talibans le 6 septembre. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que son pays comprenait la position de la Russie, mais les responsables chinois ont refusé de commenter la propre réponse de la Chine à l'invitation. En fin de compte, les talibans ont décidé d'annuler l'événement. Les spéculations sur les différends sino-russes concernant les talibans se sont poursuivies lors des récents sommets régionaux. Lors du sommet conjoint de l'Organisation du Traité de sécurité collective et de l'Organisation de coopération de Shanghai les 16 et 17 septembre, Poutine a exhorté les États membres à aligner leurs positions et à nouer un dialogue avec les talibans. Les positions se sont effectivement mieux alignées après ces réunions, mais les tonneliers de Shanghai ont déclaré qu'il n'est pas opportun de se précipiter pour lever les sanctions contre les talibans. L'ambassadeur de Russie en Afghanistan, Dmitry Zirnov, a ajouté qu'il était trop tôt pour parler de reconnaissance des talibans, bien que le ministère russe des Affaires étrangères ait publié une déclaration indiquant que l'interaction avec l'Afghanistan doit prendre en compte la nouvelle réalité du contrôle des talibans. Cette réunion a été suivie d'une discussion séparée entre la Chine, la Russie, le Pakistan et l'Iran, où le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a proposé la création d'une force d'assistance conjointe pour l'Afghanistan et encourager la coopération économique régionale. Jusqu'à présent, les talibans semblent dire et faire ce que la Chine demande, bien que les réalités sur le terrain puissent s'avérer différentes. Jusqu'à présent, la Russie et la Chine ne semblent pas s'exprimer d'un commun accord sur l'Afghanistan, et on ne devrait pas s'attendre à ce qu'elles le fassent en raison de leur histoire différente dans la région et de l'héritage des partenariats régionaux qui s'en est suivi. La vision de Poutine d'un grand bloc eurasien dirigé par la Russie et basé sur des institutions économiques et de sécurité rend l'acceptation de la présence dominante de la Chine en Afghanistan ou en Asie centrale hautement improbable. En Afghanistan, 3 domaines fourniront des indications sur la profondeur de la coordination sino-russe. Premièrement, la réaction de la Russie à l'expansion de la base non officielle de la Chine au Tadjikistan indiquera sa tolérance à l'égard d'un rôle accru de la Chine dans la sécurité de l'Asie centrale. Un effort russe pour étendre sa propre coopération militaire avec le Tadjikistan, impliquant peut-être même l'Inde ainsi que des États d'Asie centrale, mais à l'exclusion de la Chine, montrerait la détermination de la Russie à rester en charge de la sécurité régionale. Ensuite, l'engagement de la Russie avec l'Inde en Asie centrale et en Afghanistan montrera quel partenariat, le partenariat sino-russe ou la relation de longue date de la Russie avec l'Inde, est à l'honneur et comment la Russie fait face à leurs demandes concurrentes. Troisièmement, l'attitude de la Russie et de la Chine face aux talibans, s'ils agissent de concert ou en opposition, sera un autre indice fort de la réalité de la coopération sino-russe dans cette région. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Prenons soin les uns des autres et à très bientôt.